Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on a exploré jusqu'ici, on a beaucoup parlé de définir une priorité claire, tu sais, de se concentrer vraiment dessus, comme un laser, quoi. Ouais, de bloquer les distractions, d'optimiser son agenda, ce genre de choses. C'est ça. Mais il y a un angle mort énorme dans cette quête de la concentration. En fait, on traite souvent notre esprit comme une espèce d'entité magique qui flotte au-dessus de tout. Complètement, une entité indépendante. Et notre corps, bah, ce serait juste une trottinette. Une trottinette un peu encombrante dont le seul but, c'est de transporter notre cerveau d'une salle de réunion à une autre, ou d'un écran à une autre. C'est une super métaphore. Et c'est vraiment l'un des plus grands pièges de la productivité moderne, cette illusion de séparation entre le corps et l'esprit. Parce que l'attention pure dont on parle, c'est pas juste un truc mental, si? Ah non, pas du tout. Maintenir un état de concentration profond, c'est un processus biologique qui est extrêmement gourmand en ressources. Et ça, on l'oublie complètement. Grave. C'est fou quand on y pense, le cerveau humain, ça représente genre 2% du poids de notre corps. Mais au repos, ça consomme presque 20% de notre énergie métabolique. 20%. Juste en étant assis à rien faire. Exactement. Alors imagine quand on exige de lui une concentration intense pour, je sais pas, résoudre un problème complexe ou avancer sur un gros projet. La demande énergétique, elle explose littéralement. Donc en fait, on peut avoir les meilleurs bloqueurs de sites web, l'agenda le plus optimisé du monde. Si on alimente cette machine avec des sources d'énergie instables, bah, le super ordinateur finit par planter. C'est l'idée. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est pas de faire la leçon sur les calories ou de faire culpabiliser qui que ce soit. C'est d'aborder l'alimentation sous un angle purement fonctionnel. Comment nourrir la machine pour reprendre le contrôle de notre attention, quoi? Voilà. Et pour comprendre comment optimiser ce carburant, il faut d'abord regarder comment la machine a été construite à la base. Et c'est là qu'on fait un grand saut dans le passé. Avec nos sources d'irritologique, on y découvre un personnage conceptuel super intéressant, Urk. Ah oui, notre ami Urk. C'est notre archétype de l'homme préhistorique, le chasseur-cueilleur. Et ce qui est dingue, c'est que notre biologie actuelle, notre système digestif, la façon dont on métabolise l'énergie, tout ça, ça a quasiment pas changé depuis l'époque d'Urk. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'inadéquation évolutive. Ça explique parfaitement notre décalage actuel. C'est-à-dire? Le corps humain, il a mis des millions d'années à se perfectionner pour survivre dans l'environnement d'Urk. Et dans ce monde-là, l'énergie alimentaire était super rare. Elle était dure à obtenir. Il n'y avait pas de supermarché ouvert H24, quoi. C'est ça. Urk, il mangeait des racines, des baies, des noix, des feuilles, et puis de temps en temps de la viande ou du poisson si la chasse était bonne. Son métabolisme, il était conçu pour extraire très lentement l'énergie de ces aliments complexes. Et riche en fibres surtout. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on a pris ce même corps préhistorique, avec ses réglages par des fois toujours intacts, et on l'a parachuté dans un environnement où la nourriture est partout. Surabondante, hyper calorique. Et ultra transformée. Si on y pense, les rayons de nos magasins sont pleins de produits que l'organisme d'Urk ne reconnaîtrait même pas comme étant de la nourriture. Ce qui explique pourquoi on se sabote tous les jours sans même s'en rendre compte. Dans nos recherches, j'ai noté cette fameuse règle d'or empruntée à l'auteur Michael Pollan. Elle est d'une simplicité désarmante. Vas-y, rappelle-la nous. Il dit juste « manger des aliments ». Pas trop, des plantes surtout. C'est ultra bref, mais c'est frappant. C'est brillant. Mais la subtilité, elle est dans le mot « aliment Ouais, parce que quand on a 10 minutes pour avaler un truc entre deux réunions, la distinction entre un vrai aliment et le reste, elle devient hyper floue. Qu'est-ce qu'il entend vraiment par là ? ». En fait, la distinction cruciale pour lui, c'est entre la vraie nourriture et ce qu'il appelle les substances comestibles ressemblant à de la nourriture. Des substances comestibles. C'est glaçant dit comme ça. Un vrai aliment, c'est quelque chose qu'Urk pourrait identifier dans la nature. Une pomme, une poignée d'amandes, un vrai morceau de poulet. Et les substances, c'est le reste. Voilà. Ce sont des assemblages industriels, des trucs créés en laboratoire, blindés d'émulsifiants, de conservateurs et surtout de sucres raffinés qui sont littéralement conçus pour contourner nos signaux naturels de satiété. Et le pire, c'est pas juste l'impact sur la santé à long terme, c'est l'impact immédiat sur notre énergie cognitive. Digérer ces produits ultra transformés, c'est un véritable choc pour notre système. Un choc métabolique, ouais. C'est là que l'analogie de la voiture de sport qu'on croise souvent prend tout son sens. Si on possède un véhicule de haute performance, on va jamais verser de l'huile de friture dans le réservoir. Surtout pas. On sait très bien que le moteur va s'encrasser direct. Mais avec notre propre cerveau, on se gêne pas. On s'envoie un sandwich industriel à midi, plein d'additifs, du pain blanc super raffiné, et après, vers 15 h, on s'étonne d'avoir ce fameux coup de barre. Ah, le brouillard mental de 15 heures. Mais oui,
On a tous vécu ça, on a l'impression d'avoir du coton dans la tête, on se retrouve à scroller machinalement sur son téléphone, et c'est pas un manque de volonté. Non, c'est pas de la paresse, c'est qu'on a physiquement plus l'énergie pour formuler une pensée complexe. Ce brouillard mental a une explication physiologique ultra claire. Comment ça marche concrètement dans le corps? Quand on mange ces glucides raffinés ou ces aliments ultra transformés, ils sont digérés de manière fulgurante parce qu'il n'y a quasiment plus de fibres dedans. Donc le sucre passe direct dans le sang. Exactement. Ça provoque un pic massif de glucose. Le corps détecte ça, le pancréas panique littéralement, et il libère une tonne d'insuline pour faire baisser cette glycémie en urgence. C'est des montagnes russes en fait. Et c'est la descente de cette montagne russe. L'effondrement qui suit, l'hypoglycémie réactionnelle qui crée ce fameux coup de barre. Et le cerveau réagit comment face à cette chute? Il dépend entièrement du glucose sanguin, donc il perçoit cette chute brutale comme une menace pour sa survie. Il se met direct en mode économie d'énergie. Donc adieu la concentration. Les premières fonctions à sauter, ce sont les fonctions exécutives, celles qui nous aident à faire des choix difficiles, à résister aux distractions. D'où le fait qu'on scrolle sur Internet au lieu d'ouvrir le dossier important. Voilà. L'esprit cherche la gratification instantanée et sans effort. Scroller, c'est le seul truc biologiquement supportable à ce moment-là. Donc, revenir à la règle des vrais aliments, c'est juste apporter des fibres qui vont ralentir la digestion. C'est ça. On lisse la courbe glycémique, on donne une libération lente et continue d'énergie, et le cerveau a le carburant stable dont il a besoin. D'accord, l'objectif c'est d'éviter cette montagne russe, mais dans la vraie vie, mesurer les indices glycémiques de chaque truc qu'on mange, ça devient vite une charge mentale infernale. Complètement. C'est pas tenable. Heureusement, nos sources proposent une tactique visuelle hyper élégante. L'urbanisme dans l'assiette. La tactique de Central Park. J'adore cette approche. C'est brillant! Le simple fait de penser à la carte de Manhattan, ça change tout. On a cet immense rectangle de verdure au milieu, entouré par le béton et le gratte-ciel. Et l'idée, c'est de cloner ça dans son assiette. Voilà. On recouvre d'abord la moitié de l'assiette avec de la verdure, de la salade, des légumes verts, le parc, quoi. Et ensuite, on bâtit la ville autour, avec le reste du repas, les protéines, les féculents. Ce qui est génial avec la tactique Central Park, c'est que ça s'appuie sur une heuristique visuelle. On est des créatures super visuelles. C'est-à-dire? Notre cerveau se fait berner par la taille du repas. En gros, oui. Si on se contentait juste de réduire les portions de pâtes ou de viande pour manger léger, on verrait une assiette à moitié vide, le cerveau déclencherait des signaux de stress et de privation directe. Avant même de commencer à manger. Ouais, alors qu'en blindant l'assiette de légumes verts, on envoie un signal visuel d'abondance. Mais biologiquement, on contourne surtout un truc majeur, Evelyne, la somnolence postprandiale. Le fameux coma digestif. Exactement. La digestion, ça pompe une énergie folle. Quand on mange un repas lourd, le système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion, prend le contrôle. Et le sang quitte le cerveau pour aller vers l'estomac. Voilà, il y a un détournement sanguin massif, le cerveau se retrouve un peu anémié et on devient super léthargique. Mais les légumes verts, eux, ont une densité calorique très faible, donc ils demandent un effort digestif minime. Donc en inversant les proportions, on nourrit le corps sans assommer le système digestif. C'est le principe. Alors, je comprends très bien la mécanique des fluides et cette histoire de flux sanguin. Mais je dois avouer que j'ai un doute profond là-dessus. Ah oui? Sur quel aspect Si on mange une montagne de feuilles vertes, ok, le ventre est plein sur le moment. Mais de l'eau et des fibres, ça tient pas au corps comme un bon plat de pâtes. je vois où on veut en venir. Le risque évident, c'est de se retrouver 1 heure plus tard avec le ventre qui gargouille de façon incontrôlable. Manger léger, c'est sympa, mais si on finit inévitablement par avoir faim, la concentration va s'envoler aussi vite, non? C'est un argument hyper juste. Si l'assiette ne contient que de la verdure, la faim va revenir très vite. Mais le concept de Central Park n'exclut absolument pas les protéines ou les lipides. Les fameux gratte-ciel autour du parc. Exactement. Les protéines et les bonnes graisses, c'est ça qui assure la satiété à long terme. On cherche juste à rééquilibrer le ratio, pas à faire un régime de lapin. C'est rassurant. Et puis, faut savoir que les récepteurs de l'étirement sur les parois de notre estomac réagissent au volume physique des aliments. Ils s'en fichent des calories en fait. Ils envoient des signaux de satiété au cerveau, grâce au volume, bien avant que les calories soient assimilées. Et les fibres ralentissent tout le processus. C'est vraiment l'équilibre parfait pour éviter le coma sans souffrir de privation. C'est un vrai changement de paradigme.
on arrête de voir le repas du midi comme un moyen de se blinder l'estomac au maximum, on commence à le voir comme un outil de calibrage pour notre cerveau l'après-midi. C'est exactement ça. Mais bon, cette histoire de faim résiduelle, ça nous amène quand même à une contradiction majeure qu'on a trouvée dans les sources elles-mêmes. Ah oui, le grand débat entre les auteurs. C'est fascinant parce que même les concepteurs de ces méthodes se déchirent complètement là-dessus. Si on marche léger, on frôle inévitablement la faim à un moment. Et face à ça, il y a deux stratégies diamétralement opposées. Le jeûne contre le goûter. Voilà, l'approche du jeûne intermittent d'un côté, et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler l'approche de l'enfant grognant. C'est génial parce que cette divergence prouve bien qu'il n'y a pas de solution magique universelle. L'optimisation, ça dépend entièrement de la neurochimie de chacun. Alors, décortiquons la première stratégie, celle de John Zeratsky. Lui, son approche, c'est d'embrasser la faim. Il pratique un jeûne intermittent de 16 heures à peu près. Souvent, il saute le petit déjeuner. Ce qui nous ramène direct à notre ancêtre Urk. Absolument. Il s'appuie sur la biologie du chasseur. Quand le corps de ce chasseur manquait de nourriture, il s'éteignait pas. Sinon, l'espèce n'aurait pas survécu bien longtemps. Exactement. Si la faim nous rendait lents et stupides, l'humanité se serait éteinte. L'instinct du chasseur affamé, donc. Mais concrètement, comment l'absence de nourriture, ça peut améliorer la concentration? Pour beaucoup de gens, sauter un repas, ça donne juste des vertiges et une obsession totale pour le frigo. L'explication est hormonale, c'est ce qu'on appelle le stress hormétique, un stress léger et positif. Quand le corps détecte une baisse des nutriments, il sécrète plusieurs composés intéressants, dont un neuropeptide qui s'appelle l'orexine. L'orexine, ça sert à quoi? C'est lié à l'éveil et à l'appétit, mais surtout ça stimule intensément la vigilance. Le corps produit aussi plus de noradrénaline. C'est un vrai shoot biologique en fait. C'est un interrupteur qui dit au cerveau « Attention, on manque de ressources, faut être hyper affûté, créatif et réactif pour trouver une solution. » Pour trouver à manger, techniquement. Voilà. Et Zeratsky utilise cette fenêtre de clarté mentale tranchante générée par la faim pour abattre son travail le plus dur de la journée. Sans énergie perdue dans la digestion, la tension est maximale. Je saisis complètement la logique évolutive. Sur le papier, se transformer en chasseur hyper vigilant pour rédiger un rapport stratégique, c'est super stylé. Mais Mais je trouve qu'il y a une limite énorme quand on applique ça au monde du travail moderne. On n'est plus dans la savane en train de traquer une proie en solitaire. c'est sûr, on est dans des bureaux partagés ou sur des appels vidéo interminables. Exactement. Si je suis à jeun jusqu'à 14 heures, ma fameuse clarté mentale, elle ressemble surtout à de l'agressivité pure. Je deviens juste insupportable pour mes collègues. Et ça, c'est très commun. C'est d'ailleurs exactement la position de l'autre auteur, Jake Knapp. Il est terrifié par la privation volontaire, lui. Complètement. Lui, il préfère se baser sur ce constat psychologique de l'enfant grognon. C'est une observation très pragmatique sur l'épuisement de notre volonté. C'est flagrant quand on observe un petit de 3 ans. S'il a faim vers 16 heures, c'est terminé. Il perd toute rationalité. Il peut plus se concentrer sur son jeu, il s'énerve. Il fait une crise monumentale pour la mauvaise couleur de gobelet, quoi. Et l'hypothèse de Jake Knapp, c'est qu'en fait, les adultes sont pareils. On a juste appris à mettre une chemise et à cacher nos crises de larmes. C'est ça. Quand notre niveau de glucose descend trop bas, la zone de notre cerveau qui gère la patience et la régulation émotionnelle vacille. Le cortex préfrontal, oui. On devient irritable, on envoie des emails sans aucun tact, et notre volonté face aux distractions s'effondre littéralement. Impossible de pas checker ces notifications quand le cerveau crie famine. Donc, sa contre-stratégie absolue face aux jeunes, c'est de goûter. Maintenir le réservoir rempli avec des petites collations pour que l'alarme d'urgence ne se déclenche jamais. Biologiquement, l'argument de la régulation émotionnelle par le glucose tient complètement la route. Mais attention, il y a un piège redoutable dans le grignotage préventif. Quel piège? Ça peut servir de super excuse pour consommer des mauvaises calories en permanence. Si on reprend l'analogie de l'enfant qui fait une crise, si on lui donne un sachet de bonbons, il va se calmer direct. C'est vrai, sur le moment. Mais le pic de sucre va le rendre hyperactif et l'effondrement qui va suivre une fois l'insuline retombée sera encore pire. La nuance vitale ici, c'est la qualité des aliments qu'on choisit. Faut s'appliquer une discipline parentale à soi-même, en gros. Si on veut maintenir l'énergie sans encrasser le moteur, la pause de 16 heures, ça peut pas être un soda ou un paquet de gâteaux à la machine du couloir. Surtout pas. Il faut revenir à notre homme préhistorique. Des noix, des amandes, une banane à la limite. Des trucs avec des bonnes graisses, des protéines végétales, des éléments qui libèrent l'énergie au goutte à goutte. On lisse l'énergie au lieu de la faire exploser. Donc au final, quand on confronte le jeûne de Zeratsky et le grignotage malin de Knapp, on se rend compte que la forme importe moins que la fonction. Totalement. Le jeûne, il utilise le vide pour créer la clarté. Et le grignotage stratégique, il utilise la stabilité pour protéger la volonté.
Mais le mécanisme de défense est le même. On refuse que notre niveau d'énergie aléatoire dicte notre niveau de concentration. Qu'on entraîne son corps à tolérer le vide ou qu'on construise un filet de sécurité avec des vrais aliments, le but, c'est juste d'empêcher notre biologie de nous pousser vers la facilité. Faut expérimenter par soi-même pour voir quelle neurochimie nous correspond le mieux. C'est la seule façon de savoir. Et ça nous amène au cœur de notre exploration aujourd'hui. On a traversé les millénaires depuis Urk, on a vu la règle des vrais aliments, on a fait un peu d'urbanisme dans l'assiette avec Central Park, et on a opposé le jeûne au goûter. Un beau voyage. Mais le fil rouge de tout ça, c'est que l'alimentation, ça doit surtout pas devenir une nouvelle charge mentale angoissante. On n'est pas là pour développer une obsession sur la perfection diététique. Oh non. La recherche de perfection, c'est le meilleur moyen de se paralyser. L'alimentation, dans le contexte de l'attention, c'est juste un levier hyper pragmatique. C'est un outil. Exactement. Ce sont les micro-choix qui payent. Remplacer une barre au chocolat par des amandes, augmenter un peu la verdure le midi. Ces petits gestes créent l'armure physique dont on a besoin pour protéger nos créneaux de travail profonds. Cette fameuse heure et demie de concentration ininterrompue qui change tout. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que notre attention reste prisonnière de notre biologie. On ne change pas le contenu de son assiette pour rentrer dans un standard esthétique. On le fait pour racheter du temps de cerveau disponible. Sans le bon carburant, l'esprit le plus brillant finit toujours par céder aux algorithmes. Avec une machine bien entretenue, on récupère la direction de sa journée. C'est le vrai pouvoir. Ce qui nous laisse d'ailleurs avec une réflexion assez provocatrice pour clore tout ça. Si une faim modérée et un environnement exigeant étaient les secrets de l'attention et de la survie de nos ancêtres. Ouais. À quel point est-ce que notre confort moderne, avec cet accès illimité et permanent à la nourriture, est en train d'anesthésier notre véritable potentiel intellectuel? Ah, ça, c'est une excellente question à se poser. C'est une sacrée piste pour la suite de la journée et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.